Le jour de la fête des mères, mon fils, un homme d'affaires prospère et fortuné, est venu me voir. Il tenait un bouquet de fleurs, éclatantes et fraîches comme un dimanche matin. Il les a posées sur la table, m'a regardé d'un air doux mais absent, et m'a dit « Maman, Émilie te donne toujours 5 000 $ par mois, n'est-ce pas? Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » Je suis resté figé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. 5 000 $? Depuis 8 mois, je vivais grâce aux colis alimentaires de l'église et aux petits cadeaux de voisins qui avaient pitié de moi. J'ai murmuré, la voix tremblante. Mon fils, c'est l'église qui m'a permis de survivre. Il m'a dévisagé. Son sourire s'est effacé. Et puis ma belle-fille est entrée, vêtue de soie, perchée sur des talons vernis, exhalant un parfum coûteux qui emplissait la pièce comme une insulte. Son sourire était radieux, mais son regard était glacial. Elle ignorait que ce jour-là, tout ce qu'elle avait bâti sur des mensonges allait s'effondrer. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi d'où vous venez dans les commentaires. Et si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » pour qu'elle puisse être entendue par un plus grand nombre. Je m'appelle Ruth Carter. J'ai 67 ans et je suis veuve. Je vis seule dans une petite maison près de Houston, au Texas. Autrefois, cette maison était pleine de vie et de rire. C'est là que mon mari et moi avons élevé notre fils unique, Michael. Après le décès de mon mari, il y a 10 ans, d'une crise cardiaque, j'ai appris à vivre paisiblement. Je cultivais un jardin, je cuisinais pour moi-même et j'animais parfois des cours bibliques à la chapelle Grèce, non loin de là. Je n'avais pas grand-chose, mais cela me suffisait, jusqu'à ce que la vieillesse arrive et que le coût de la vie augmente chaque jour davantage. Michael, le petit garçon que je portais autrefois dans mes bras, est aujourd'hui millionnaire à 38 ans. Il possède plusieurs entreprises technologiques, conduit une Tesla flambant neuve et vit dans une somptueuse villa à River Oaks, où la taxe foncière annuelle dépasse à elle seule tout ce que j'ai gagné durant toute ma vie. J'étais fière de lui, bien sûr. Je l'ai élevé de mes propres mains, persuadée qu'il deviendrait un homme bon, généreux et reconnaissant. Alors, quand il est entré chez moi cet après-midi-là, le soleil illuminant son visage fatigué mais beau, mon cœur s'est empli de chaleur jusqu'à ce qu'il prenne la parole. « Maman, Émilie t'envoie toujours 5 000 $ par mois, n'est-ce pas? » J'ai eu l'impression que l'air s'était suffoqué. Mon cœur battait la chamade. Mes doigts se crispèrent sur le coin de mon vieux tablier. J'essayais de sourire, mais mes lèvres étaient sèches. 5 000 $, répétai-je doucement. Mon fils, l'église m'aide à joindre les deux bouts. Les yeux de Michael s'écarquillèrent. Son sourire s'effaça. Il regarda la femme qui venait d'entrer, Émilie, sa femme vêtue d'une robe de soie couleur perle et de talons argentés. Le parfum Chanel embaumait mon petit salon, masquant l'odeur de la tarte aux pommes que je venais de préparer pour accueillir mon fils. Émilie sourit doucement. Un sourire qui aurait pu réchauffer une pièce si elle n'était pas si froide en dessous. « Oh, maman, tu as dû oublier, » dit-elle d'une voix douce comme du miel mais tranchante comme la glace. « Je passe tous les mois pour t'apporter l'argent, tu te souviens? » Je la regardai calmement. « Si tu l'as bien apporté, il a dû se perdre quelque part, » dis-je à peine audible. Le silence se fit dans la pièce. J'entendais le tic-tac de l'horloge murale, le bruit des voitures qui passaient dehors et les battements de mon cœur. Michael nous regarda tour à tour, sa mère aux cheveux gris en tablier et sa femme élégante en vêtements de créateur. Son visage était perplexe. « Émilie, tu m'apportes l'argent, n'est-ce pas? Je te l'envoie tous les mois. » Émilie inclina la tête, toujours souriante. « Bien sûr, Michael. Je viens ici tous les mois. Maman a peut-être simplement oublié. Tu sais, avec l'âge, la mémoire n'est plus ce qu'elle était. » Les mots étaient doux, mais ils s'abattirent sur mon cœur comme des pierres. La vieillesse. J'avais trop entendu cette expression depuis la mort de mon mari, de la part de gens qui pensaient qu'une vieille veuve n'était plus qu'un souvenir lointain. Mais je connaissais ma mémoire. Je me souvenais de chaque facture, de chaque prière, de chaque visage à l'église. Et je savais avec certitude qu'Émilie ne m'avait jamais donné un seul centime. J'acquiesçai légèrement, choisissant le silence. Certaines batailles ne sont pas faites pour être menées immédiatement. Elles sont faites pour être observées. Michael se leva, s'approcha et posa une main sur mon épaule. « Maman, c'est probablement juste une erreur. Je vais vérifier les comptes. Je veux juste que tu vives confortablement, sans souci.
Je souris faiblement, mais quelque chose en moi s'était éveillé, une tempête silencieuse de suspicion et de détermination. Je n'ajoutai rien. Je débarrassai simplement la table et lui versai un verre de jus d'orange. Tandis que Michael s'asseyait, Emily se glissa à ses côtés, posant une main sur son épaule comme si elle lui appartenait. Son regard me parcourut d'un air froid et dédaigneux. Le regard de quelqu'un qui croit que l'argent peut acheter l'honnêteté. L'air de la pièce se glaça. Malgré le soleil éclatant dehors, un frisson me parcourut l'échine. Émilie jeta un coup d'œil autour d'elle, son regard parcourant les vieux cadres photos accrochés au mur. Michael, petit garçon aux cheveux blonds, aux yeux pétillants et au sourire insouciant. Elle soupira doucement. « Tu as si bien tenu la maison, maman, même à ton âge. » Je souris légèrement. Âgé, oui. Mais pas au point d'oublier qui franchit ma porte. Le visage d'Émilie se crispa. Michael me regarda, mal à l'aise. « Maman, voyons. C'est la fête des mères. Ne t'énerve pas. Je veux juste que tu sois heureux, mon fils, dis-je en gardant les yeux fixés sur Émilie. Moi aussi. Mais le bonheur ne vient pas de ce que les gens disent avoir fait pour toi. Il vient de ce qu'ils ont réellement fait. » Michael se figea. Le sourire d'Émilie s'effaça complètement. Après leur départ, je restai assise seule dans le salon. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, inondant la vieille table en bois. 5 000 $ par mois. 8 mois. 40 000 $. Cet argent aurait pu réparer le toit qui fuyait, remplacer mon frigo cassé, me permettre de finir mes jours dans le confort. Au lieu de cela, je comptais les conserves de soupe du garde-manger de l'église et remerciais Dieu pour chaque miche de pain donnée. J'ai porté une main à ma poitrine, non pas par colère, mais à cause de la douleur qui me transperçait. Une douleur silencieuse, viscérale. Ce soir-là, j'ai ouvert mon vieux carnet, celui où j'écrivais mes listes de courses et mes prières. Mais cette fois, j'ai écrit autre chose. Trouve la vérité. Et en dessous, ne te fie pas aux fausses larmes. J'ai refermé le carnet et j'ai pris une grande inspiration. Je n'étais pas faible. J'avais survécu à la perte, à la solitude et aux épreuves, et je survivrais à ça aussi. Michael s'était peut-être laissé berner, mais pas moi. Et si Émilie pensait que je resterais les bras croisés pendant qu'elle jouait la comédie, elle s'était trompée de personne. J'ai passé le reste de l'après-midi dans ma petite cuisine. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, traçant de longs rayons dorés sur le sol. Le thé au jasmin sur la table avait refroidi, mais je suis restée assise, les yeux rivés sur mon vieux téléphone, me demandant, et si je m'étais trompée? Peut-être que la banque avait fait une erreur. Peut-être qu'Émilie avait envoyé l'argent par la poste. Ou peut-être, dans un rare moment de confusion, avais-je tout simplement oublié? Non. Je connaissais chaque détail, chaque petit cadeau que j'avais reçu. Il n'y avait eu ni lettre, ni enveloppe, ni argent de Michael. Ce soir-là, j'ai ressorti mon vieux livre de comptes, celui que je conservais depuis l'époque où j'étais trésorière du comité des femmes de l'église. J'ai feuilleté les pages. Chaque ligne était nette et précise. 12 $ pour des médicaments contre l'hypertension. 24 $ pour les factures. 10 $ pour les repas communautaires à la chapelle Grèce. Chaque dépense était soigneusement enregistrée. Aucune mention d'un quelconque virement de Michael Carter. Rien. Le lendemain matin, je suis allée à la First Texas Community Bank, où j'avais encore un petit compte d'épargne. Je me suis assise en face d'une jeune guichetière nommée Sarah et je lui ai tendu mon livret d'épargne. Veuillez vérifier s'il y a eu des virements de Michael Carter. Il dit m'envoyer 5 000 $ par mois depuis 8 mois. Sarah parut surprise. Elle tapota quelques lignes, puis secoua doucement la tête. Je suis désolée, Madame Carter. Il n'y a rien. La seule opération enregistrée est un paiement d'intérêt de 1,35 $ en février. J'ai hoché la tête, je l'ai remercié et je me suis levée. Dehors, le vent matinal du Texas balayait mes cheveux gris. Je suis restée debout sur le trottoir, le cœur lourd. Aucun virement. Aucune enveloppe. Aucune lettre. Rien. Pendant 8 mois, j'avais découpé des coupons dans le journal local, acheté de la soupe en conserve au lieu de légumes frais et remercié Dieu en silence chaque fois que l'église livrait de la nourriture. J'avais l'habitude de manger seule, de compter ma monnaie avant d'aller faire les courses.
Mais jamais, pas une seule fois, je n'avais imaginé que derrière le silence de mon fils se cachait un mensonge. Je suis rentrée chez moi, j'ai posé mon sac et je suis restée immobile. Le tic-tac de l'horloge murale emplissait la maison, le cadeau de mariage que mon mari m'avait offert 40 ans plus tôt. Chaque aiguille des minutes, qui avançait lentement, semblait murmurer « La vérité va bientôt éclater ». Cet après-midi-là, je suis allée à la chapelle Grèce comme d'habitude. Le pasteur Ray, qui me connaissait depuis plus de 20 ans, m'a vue assise tranquillement au dernier rang après l'office. Il s'est approché, sa voix douce. « Madame Carter, tout va bien ? Vous avez l'air fatiguée aujourd'hui. » J'ai esquissé un sourire, dissimulant mes mains tremblantes. J'essaie simplement de comprendre pourquoi les lettres de mon fils ne sont jamais arrivées. Le pasteur reposa une main sur mon épaule. Le Seigneur a ses façons de faire éclater la vérité au grand jour. Ne perds pas la foi. J'acquiesçai. Mais intérieurement, la foi ne suffisait plus. Il me fallait agir. Ce soir-là, j'ouvris un carnet en cuir marron, le cadeau de Michael pour mes 60 ans. Sur la première page, au lieu d'une prière, j'écrivis « S'ils mentent, je les obligerai à dire la vérité par la loi. » J'appuyai fort sur le papier avec la plume. Sous la lampe, les mots brillaient comme une promesse. À partir de ce jour, je commençai à tout noter. Chaque fois qu'Émilie venait me voir, je notais la date, l'heure et ses paroles exactes. Jeudi 14 juin. Émilie passa avec un gâteau. Elle dit « L'argent a été envoyé. La banque a peut-être du retard. » Pas d'enveloppe. Aucune preuve. Samedi 12 juillet. Elle appela. Elle dit qu'elle ne pouvait pas venir à cause d'une réunion caritative. J'entendis de la musique de restaurant en fond sonore. J'enregistrai tout, ligne par ligne. Ni colère, ni haine, juste la précision de quelqu'un qui a passé sa vie à jongler avec les chiffres, sachant qu'ils ne mentent jamais. Les semaines suivantes, Émilie continua de venir me voir. Toujours impeccable. Robe de créateur, sac à main de luxe, talons étincelants. À chaque fois, elle apportait un petit cadeau, des fleurs, des biscuits, parfois des bougies parfumées mais jamais d'enveloppe. Un après-midi doux, alors que j'arrosais le jardin, sa Mercedes blanche s'arrêta dans l'allée. Émilie en sortit, radieuse comme toujours, un bouquet de lavande à la main. « Je t'ai apporté des fleurs pour t'aider à te détendre », dit-elle d'une voix douce. « Le stress n'est pas bon pour la mémoire. » Je posai l'arrosoir et m'essuyai les mains sur mon tablier. Ma mémoire est excellente, Émilie. Assez bonne pour me souvenir que la dernière fois que tu m'as apporté de l'argent, c'était « jamais ». Son visage se crispa, mais elle se reprit aussitôt avec un large sourire. « Oh, maman, tu te trompes sûrement. Je t'en ai envoyé. C'est sûrement la faute de ta banque. » Je souris et commençai à arranger les fleurs. Peut-être. Mais j'ai déjà demandé à la banque. Ils ont dit qu'il n'y avait rien eu depuis 8 mois. Silence. Même les moineaux sur la clôture se turent. Émilie joua nerveusement avec son collier. « Je vais revérifier, » dit-elle rapidement, puis elle se précipita vers sa voiture, laissant derrière elle un sillage de parfums coûteux. Je restai là, à regarder la voiture disparaître. Un mélange d'amertume et de lucidité m'envahit. Elle avait menti, et maintenant elle savait que je le savais. Ce soir-là, j'écrivis. Émilie, 22 août. Mensonge. Nerveuse. Partie tôt. Chaque ligne était comme un coup de marteau sur ma blessure intérieure. Je n'étais plus la mère fragile priant en silence. J'étais Ruth Carter, la femme qui avait survécu à la perte, aux dettes et aux promesses non tenues. Et je survivrais une fois de plus pour reconquérir la vérité. Dans les semaines qui suivirent, je contactai la banque de Michael, prétextant me renseigner sur les virements de dons familiaux. Il ne pouvait pas divulguer d'informations privées, mais un employé bienveillant laissa entendre. Si des fonds ont été transférés, ils ont forcément été déposés sur un compte à votre nom. Si vous ne les avez jamais reçus, il est possible que quelqu'un ait utilisé un autre compte à votre nom. Ces mots me glacèrent le sang. Un autre compte à mon nom, mais pas le mien. Je fermai mon carnet et expirai profondément. Je savais à quoi m'attendre. Émilie était intelligente, charmante, manipulatrice, capable même de plier son mari à sa volonté. Mais j'avais été comptable pour 3 entreprises.
J'avais géré des milliers de dollars sans en perdre un centime. Si quelqu'un osait falsifier ma signature, je le retrouverais. Ce soir-là, je relisais chacune de mes notes. La lumière de la lampe éclairait mon écriture tremblante mais assurée. Entre les lignes, je pouvais presque voir le visage de mon mari. Il disait souvent: « Ruth, si quelqu'un te sous-estime, ne crie pas. Laisse-le plutôt entendre le son de la vérité. » J'ai refermé le carnet, envahi par un étrange calme. Le lendemain matin, je suis retourné à l'église, une petite enveloppe contenant des copies de mes notes à la main. Je l'ai tendue au pasteur Ray et lui ai dit doucement: « Père, si un jour je ne peux plus venir à l'office, gardez ceci précieusement pour moi. » Il parut inquiet. « Ruth, que fais-tu » J'ai souri doucement, mais fermement. Je me prépare simplement à ce que la vérité éclate. En rentrant chez moi, mon cœur s'est allégé, comme si un poids invisible venait de me quitter. Je savais que le chemin serait long. Il y aurait des larmes, de la douleur et des trahisons. Mais je n'avais plus peur. Je récupérerais jusqu'au dernier centime les 5000 dollars qu'il m'avait pris, mais surtout, je regagnerais le respect qu'il croyait que j'avais perdu avec l'âge. Alors que le soleil se couchait derrière les vieux chênes, assise sur ma véranda, je contemplais l'horizon rougeoyant. Dans cette lumière dorée, je murmurais: « Émilie, tu t'es trompée de personne. Et cette vieille mère a encore quelques leçons à t'apprendre. » Je souris faiblement, fermai mon carnet et écrivis une dernière phrase au bas de la page. Le premier pas vers la justice, c'est la mémoire. Et dans le crépuscule texan, je savais que mon combat ne faisait que commencer. Ce matin-là, l'air texan était plus chaud que d'habitude. Le vent portait le parfum de l'herbe sèche et du jasmin de la vigne que j'avais planté derrière la véranda. Je taillais mes buissons de lavande quand j'entendis le ronronnement grave et régulier d'un moteur de voiture de luxe qui approchait. Le crissement des pneus sur l'allée de gravier me fit sursauter. Une Lexus argentée flambant neuve s'arrêta devant le portail, sa peinture polie étincelant d'un tel éclat que je dus plisser les yeux. La portière s'ouvrit et Émilie en sortit sublime, comme si elle sortait tout droit d'un magazine de mode. Elle portait une robe en lin crème, des lunettes de soleil oversize et des talons aiguilles brillants comme des miroirs. Dans sa main droite, elle tenait un grand panier cadeau orné d'un ruban doré. Elle sourit, sa voix douce comme du miel, teintée d'une fermeté métallique. « Maman, je t'ai apporté quelque chose. » Michael était en réunion toute la matinée, alors je suis venue à sa place. Je m'essuyai les mains sur mon tablier et la regardai monter les marches du perron. Quelle délicate attention! Vous devez être bien occupés, tous les deux, dis-je doucement, sans sourire. Le regard d'Émilie erra sur le jardin tandis qu'elle expirait. Oh là là, ton jardin est toujours aussi beau. Je ne sais pas comment tu fais pour t'en occuper toute seule. Avec mes mains et un peu de patience, répondis-je en plantant mon sécateur dans la terre. Un instant plus tard, elle déposa le panier sur la table de la terrasse, des biscuits raffinés, un pot de marmelade d'orange et une petite bouteille de vin, le tout soigneusement emballé, mais sans la moindre chaleur. Je connaissais ce genre de cadeau. Cher, joli, et vide. Je m'assis sur la chaise en bois, me versai 2 verres de thé glacé et la regardai droit dans les yeux. Émilie, dis-moi, où est l'argent de ce mois-ci? Les 5000 dollars que tu avais promis d'apporter. Un bref instant, son sourire se figea, à peine perceptible, comme un nuage passager. Puis elle rit, un rire sec et creux, comme du verre qui s'entrechoque. Oh, maman, je l'ai sûrement laissé dans la voiture. Sa voix monta légèrement tandis qu'elle tripotait son verre de thé sans y toucher. Je jetai un coup d'œil vers l'allée où la Lexus luisait au soleil. Le reflet sur le capot soulignait chaque courbe de la voiture. Une voiture flambant neuve avec des plaques provisoires, un achat récent, cela ne faisait aucun doute. Je lui souris lentement. Belle voiture, Émilie. Elle a dû coûter cher. Elle haussa les épaules, son rire nerveux. Oh, pas vraiment, maman. Je l'ai juste changée par commodité. Mon travail en boutique exige une image professionnelle. Bien sûr, dis-je calmement. Une voiture neuve pour le travail. Et de vieilles enveloppes qui traînent toujours dedans. C'est bizarre. Son visage se figea une demi-seconde avant qu'elle n'esquisse un autre sourire forcé. Oh, maman, tu ne me fais plus confiance. La prochaine fois, j'apporterai le reçu de la banque.
D'accord. Je ne répondis pas davantage. Nous restâmes assises en silence, le ventilateur de la véranda ronronnant doucement au-dessus de nous. Le chant des cigales dans le jardin emplissait le silence d'un bourdonnement incessant. Émilie se leva la première, faisant semblant de regarder sa montre. « Je dois y aller. J'ai un rendez-vous avec un client. Mais ne t'inquiète pas, je rappellerai à Michael de renvoyer l'argent par virement. Je suis désolée pour ce petit malentendu. » J'ai acquiescé. « Très bien, vas-y alors. Oh, et n'oublie pas l'enveloppe dans ta voiture cette fois-ci. » Elle marqua une pause, un sourire crispé mêlé d'agacement et de prudence. « Tu es très perspicace, maman, dit-elle, puis elle se tourna pour partir. Je la regardai s'éloigner. Le bruit de ses talons frappant les marches de bois était régulier et froid, comme le tic-tac d'une horloge. La portière claqua, le moteur démarra et la Lexus disparut au loin, laissant derrière elle une traînée de soleil aveuglant. Quand le bruit de la voiture s'estompa, je me rassis, les doigts entrelacés, une lourdeur pesant sur ma poitrine. Je n'avais plus de doute. J'en étais sûre. Je me levai et rentrai dans la maison. Chaque pas sur le parquet résonnait comme un battement de cœur dans ma tête. J'ai ouvert le tiroir, sorti mon carnet en cuir marron et écrit. 10 septembre. Émilie est venue seule. Elle a apporté un panier cadeau. Elle a prétendu avoir laissé l'argent dans la voiture. Lexus neuve. Aucune preuve. Voix tremblante. Elle évitait mon regard. J'ai posé le stylo et pris une profonde inspiration. Mes mains tremblaient légèrement, mais pas ma détermination. Cet après-midi-là, je suis allée à la poste en bas de la rue où la cabine téléphonique fonctionnait encore. Je ne voulais pas appeler de chez moi, surtout pas en me doutant qu'Émilie pouvait nous observer. J'ai composé le numéro de l'entreprise de Michael et j'ai parlé poliment, d'un ton assuré. « Bonjour, ici Ruth Carter, la mère de Michael Carter. Je voudrais parler à quelqu'un du service comptabilité. C'est une affaire personnelle. » Après une courte attente, une femme d'âge mûr a répondu. « Ici Linda Miller, chef comptable. Madame Carter, comment puis-je vous aider ?» J'ai serré le combiné fermement, gardant ma voix calme. « Merci, Linda. J'ai juste besoin de vérifier un petit détail. Mon fils m'a dit que son entreprise prélevait $5 000 chaque mois sur son compte personnel pour me les envoyer. Je voudrais savoir si c'est exact. » Il y a eu un bref silence. Puis Linda a pris la parole, d'une voix hésitante. « Madame Carter, je ne peux pas divulguer de détails financiers personnels, mais laissez-moi vérifier. Oui, je me souviens avoir vu des virements automatiques le même jour chaque mois pour ce montant précis. Il semble que l'argent ait été envoyé, mais je ne sais pas à qui. »« À qui ?» ai-je répété. « Il ne m'a pas été envoyé. »« Je ne suis pas certaine, Madame Carter. Le nom du destinataire correspond au vôtre, mais le numéro de compte est différent. J'ai supposé que c'était le vôtre. » Un frisson m'a parcouru l'échine. Je me suis forcée à parler calmement. « Merci, Linda. C'est tout ce dont j'avais besoin pour le moment. » J'ai raccroché et suis restée immobile dans la cabine téléphonique. Mon cœur battait la chamade, mais j'avais les idées claires. Voilà, la vérité. Quelqu'un avait créé un faux compte à mon nom. Et une seule personne était suffisamment proche pour réussir un tel coup. Émilie. Sur le chemin du retour, mon ombre s'étirait longuement sur la route. Le vent portait l'odeur de l'herbe brûlée et de la terre sèche, une odeur qui me rappelait les étés texans d'antan, quand mon père disait « Si tu veux savoir qui est honnête, regarde ses mains. Les mains honnêtes portent toujours les marques du travail. » Je pensais aux mains d'Émilie, de longs doigts manucurés, des bagues en diamant, tenant des sacs à main de créateur. Pas une seule callosité. Pas la moindre trace de labeur. Ce soir-là, je fis l'impasse sur le dîner. Je me préparai une tisane à la menthe et m'assis à la table de la cuisine, sous la douce lumière jaune. La maison était si silencieuse que j'entendais les dernières cigales s'éteindre dans la nuit. J'ouvris une nouvelle page et écrivis. 10 septembre. Visite d'Émilie élégante et feignant l'intérêt. Nouvelle voiture. Toujours les mêmes mensonges. Appel à la société de Michael, confirmation. Le virement est toujours en cours, mais pas sur mon compte. Demain, la vérité commencera à éclater.
Je posai le stylo et refermai le carnet. La petite lampe reflétait mon ombre dans la vitre, une femme aux cheveux argentés, menue, mais aux yeux toujours aussi brillants. Je savais qu'à partir de demain, je ne serais plus seulement une mère qui attend. Je serais une justicière. J'éteignis la lumière et sortis sur le perron. La brise nocturne portait un parfum de jasmin et de bois humide. Dans un coin du jardin, le clair de lune éclairait le vieux banc de bois où mon mari et moi avions l'habitude de nous asseoir et de discuter. Je touchai son accoudoir usé et murmurai. « Franck, si tu étais encore là, tu me dirais de faire ce qui est juste, n'est-ce pas ?» Le seul écho fut le souffle du vent sous l'avant-toit, mais je compris. C'était une réponse. Je rentrai, fermai la porte à clé et me tins silencieusement devant le miroir. La femme qui me fixait n'était ni fatiguée ni vaincue. C'était Ruth Carter, une mère qui ne laisserait plus jamais personne bafouer sa dignité. Et je savais qu'au matin, le jeu d'Émilie commencerait à s'effondrer, pièce par pièce. Le lendemain matin, alors que je coupais des tiges de lavande pour les faire sécher, on frappa brusquement et fermement à la porte. Pas le léger tapotement d'un facteur ou d'un voisin, non, c'était un coup régulier et déterminé. Je m'essuyai les mains sur mon tablier et allai ouvrir. Sur le perron se tenait un homme grand, d'âge mûr, aux cheveux grisonnants, vêtu d'un élégant costume anthracite légèrement usé par les voyages. Il sourit poliment et hocha légèrement la tête. « Madame Ruth Carter ? Je suis Thomas Bennett, chef comptable de la société de votre fils, Carter et associé. » Je plissai légèrement les yeux. « Vous êtes Bennett ? Je ne connais que Linda, la comptable à qui j'ai parlé au téléphone. » Il acquiesça. « Oui, Linda est mon assistante. Elle m'a parlé de votre appel d'hier, et je me suis dit que vous devriez peut-être savoir certaines choses. » Sa voix était calme mais grave, teintée de regret. Je l'invitai à entrer et lui versai un verre d'eau. La lumière du matin inondait la pièce, soulignant les rides de son visage, l'expression d'un homme qui en avait vu plus qu'il ne l'aurait souhaité. Il posa sa mallette en cuir sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un épais dossier, soigneusement agrafé et classé. J'y vis des caractères imprimés nets, des rangées de chiffres, le langage familier de la comptabilité, mon univers pendant 30 ans avant ma retraite. Il fit glisser le dossier vers moi et parla lentement. Voici les copies de 8 virements, chacun de $5 000. 40 000 au total. Bénéficiaire, un compte au nom d'Émilie Carter. J'eus l'impression de recevoir un seau d'eau glacée sur la tête. Mes mains tremblaient tandis que je feuilletais chaque page. Les documents étaient clairs. Expéditeur, Michael Carter. Bénéficiaire, Émilie Carter. Vérifié par la banque. Même date chaque mois. Régulièrement régulier pendant 8 mois. J'ai levé les yeux, la voix rauque. Monsieur Bennett, qui a ouvert ce compte? Il a soupiré, ôté ses lunettes et les a essuyées avec un chiffon. Votre belle-fille, Madame Carter. Tous les documents relatifs au sous-compte portent sa signature et une autorisation signée par Michael. Je me suis figé. Une autorisation? Vous voulez dire que Michael lui a donné la permission d'utiliser mon nom? Il a hoché la tête. Il n'a probablement pas lu les formulaires attentivement. Elle a présenté une copie de votre pièce d'identité que je soupçonne d'être un faux, très bien ficelé. Le système l'a automatiquement enregistré comme votre compte, même si la bénéficiaire était elle. J'ai porté une main à mon front, la pièce tournant légèrement. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une humiliation. Pendant 8 mois, Émilie avait utilisé mon nom, le nom d'une mère, pour détourner de l'argent de mon propre fils. J'ai demandé doucement, « Et Michael ? Il n'est pas au courant. » Bennett a hésité avant de répondre. « Franchement, je ne crois pas. Michael est un homme travailleur, mais il fait trop facilement confiance aux gens. Il laisse Émilie gérer la plupart des papiers. » Il marqua une pause et leva les yeux vers moi. Elle utilise aussi la carte de crédit de l'entreprise pour ses dépenses personnelles. Je le fixai. La carte de l'entreprise. Oui. La carte de crédit professionnel de Carter & Partners, censée servir aux réceptions des clients et aux frais professionnels. Mais récemment, nous avons constaté des dépenses irrégulières, des soins en spa, des bijoux, des vêtements, et même des vols en première classe pour New York. Plus de $30 000 en seulement 3 mois.
Je restai silencieuse. Les mots spa, bijoux, vol résonnaient dans ma tête comme un coup de marteau. Je me tournai vers la fenêtre. Le soleil du matin éclairait le banc en bois où Émilie et moi étions assises autrefois, à boire du thé pendant qu'elle me parlait de son travail. Je me souvenais de sa voix ce jour-là. Maman, Michael est tellement occupé. Je m'occupe de tout pour lui. Maintenant, je savais que « tout » signifiait chaque centime. Je me suis retournée vers Bennett, la voix rauque mais ferme. « Monsieur Bennett, si je veux révéler cette affaire, m'aiderez-vous » Il a croisé mon regard, ses yeux gris bleu déterminés. « Madame Carter, je crois en la justice. Mais je crois aussi aux preuves. Nous devons nous préparer avec soin, sinon elle déformera les faits et montera Michael contre vous. Émilie est une adversaire redoutable. » J'ai acquiescé. Je sais. Je l'ai déjà vu faire ça, sourire en mentant. Bennett a esquissé un sourire sombre et faible. Je vous aiderai. Mais laissez-moi le temps de rassembler tous les documents. Je dois consulter l'historique de toutes les transactions, les documents connexes et obtenir une confirmation écrite de la banque que ce compte n'est pas le vôtre. Cela prendra quelques jours, mais je vous promets que nous découvrirons la vérité. Je l'ai regardé, et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu chez personne depuis longtemps, l'intégrité. Merci, monsieur Bennett, ai-je murmuré. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour moi. Il referma le dossier et se leva. Je fais simplement ce qui est juste, Madame Carter. Et je suis désolé de vous le dire, mais les cas comme le vôtre sont plus fréquents qu'on ne le croit. Beaucoup de gens sont trahis par leurs proches. J'acquiesçai, mon regard se posant sur une photo de famille encadrée au mur. Michael, à 10 ans, souriant à côté de son père. Je me souvenais parfaitement de ce jour. Il avait plu légèrement, et mon mari avait dit « Apprends-lui à faire la différence entre les hommes de bien et les beaux parleurs, Ruth. Ils arborent souvent le même sourire. » Bennett partit ensuite, me laissant seule avec la pile de papier sur la table. La porte claqua et le silence retomba dans la maison. Je fixai le dossier épais. Chaque ligne de virement était clairement indiquée. Chacune, une preuve de trahison. Je rangeai soigneusement tous les documents dans une petite boîte en métal et la glissai sous le meuble. En tournant la clé, j'eus l'impression de verrouiller une autre porte, la dernière de ma confiance. Alors que l'après-midi déclinait, le soleil inonda la véranda et illumina mes cheveux gris. Je préparai une tasse de thé noir, m'assis à la table de la cuisine et contemplai le jardin où la lavande ondulait doucement sous la brise. Tout semblait paisible, mais en moi, un feu surbrûlait. Je pris mon carnet, l'ouvris à une page blanche et écrivis lentement mais fermement. 11 septembre. Monsieur Bennett est venu. Il a apporté les relevés de 8 virements aux $5000 par mois sur un compte au nom d'Emily Carter. Emily utilise également la carte de l'entreprise pour ses dépenses personnelles. Michael a été trompé, non seulement mon argent, mais aussi le sien. J'ai un allié. Le combat commence. Je posai le stylo et regardai par la fenêtre. Dehors, le ciel rougeoyait comme une traînée de feux ébranlant les nuages. D'une voix basse et posée, je dis « Émilie, tu as oublié que j'ai été comptable pendant 40 ans. Je sais déchiffrer les mensonges et les chiffres. Et cette fois, les chiffres parleront pour moi. » Je refermai le carnet, soulagé. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus seule. Il y avait quelqu'un, un témoin, prêt à me soutenir. Cette nuit-là, je dormis mieux que d'habitude. Le chant des grillons dans le jardin semblait un chant d'espoir. Dans mon rêve, je vis Bennett, baigné de lumière blanche, brandissant le dossier, tandis qu'Émilie reculait, le visage secoué par chaque secret dévoilé. À mon réveil, je sus que je n'étais plus une victime. J'étais celle qui mettait la vérité en branle. 3 jours plus tard, avec tous les faits clairement alignés comme les lignes d'un bilan comptable, je décidai d'agir. J'appelai Michael. La voix de mon fils était chaleureuse et familière, mais j'y ai perçu une pointe de fatigue. « Maman, je suis désolée, j'ai été débordée ces derniers temps. Émilie dit qu'elle te rend visite régulièrement, n'est-ce pas ?» J'ai souri et gardé un ton léger. « Oui, mon fils. Émilie est très attentionnée. Je pensais vous inviter tous les deux à dîner dimanche. Cela fait longtemps que nous n'avons pas partagé un vrai repas ensemble. » Michael a accepté avec joie, sans se douter un instant du piège tendu par cette invitation.
J'ai passé toute la matinée de dimanche à préparer le dîner, non pas pour un repas parfait, mais pour qu'il soit tout à fait ordinaire. Poulet rôti au miel, purée de pommes de terre, salade de pommes et noix, et tarte aux pommes, les plats préférés de Michael enfant. J'ai astiqué les vieux couverts de mon défunt mari et dressé la table à la lueur des bougies. Tout était soigneusement agencé, chaleureux, sincère, juste ce qu'il fallait pour qu'une menteuse baisse sa garde. À 6 heures, j'ai entendu une locomotive familière à la barrière. Une Lexus argentée rutilante s'est garée dans l'allée. Émilie en est sortie la première, impeccable comme toujours, des ondulations souples dans ses cheveux, une robe de soie jade et un léger sillage de parfum Dior. Michael a suivi, un bouquet de lys blanc à la main. « Maman, tu es magnifique », a-t-il dit en souriant et en déposant les fleurs sur la table. « Mon fils, je me sens mieux que jamais, grâce à Dieu, et à vous deux. » Émilie a souri, les lèvres retroussées de son air suffisant habituel. Je reconnaissais ce regard, celui de quelqu'un persuadé d'avoir tous les pouvoirs. J'ai servi du vin et du thé, nous avons bavardé du temps qu'il faisait, de la lavande et des nouveaux voisins. Tout se déroulait comme si aucun doute n'avait jamais plané sur cette maison. J'ai laissé la pièce se réchauffer. Je l'ai laissé se détendre. Quand le plat principal a été servi, j'ai levé les yeux et souri. Je vous suis vraiment reconnaissante à tous les deux, surtout pour les $5000 de ce mois-ci. Émilie marqua une brève pause, puis afficha un large sourire et prit une gorgée de vin. « Oh, maman, ne soyez pas si formelle. Je fais juste ce que je dois faire. » J'acquiesçai d'un signe de tête, feignant la timidité. « Je suis ravie. Je viens d'acheter un nouveau chauffage. Au Texas, il fait frais tôt, et grâce à cet argent, je suis bien plus à l'aise. » Le sourire d'Émilie s'élargit, suffisant et satisfait. Elle inclina la tête vers Michael, comme pour dire, « Tu vois? Tout va bien. » Je l'observai lentement, puis demandai d'un ton désinvolte, comme si de rien n'était. « Oh, Émilie, je suis juste curieuse. Quel jour envoies-tu l'argent d'habitude? » Elle ne se prépara pas. Elle répondit instantanément, comme un réflexe. « Le 10, tous les mois, maman. » J'acquiesçai légèrement. Mais avant que je puisse en dire plus, Michael prit la parole, un peu perplexe. « Attends, pas le 10, ma chérie. J'ai programmé le virement automatique pour le 15. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. Vous entendez ce silence? Celui qui survient lorsqu'une menteuse tombe dans son propre piège. Si vous étiez à ma place, face à quelqu'un qui vous a trompé de la sorte, resteriez-vous silencieux comme je l'ai fait, ou le dénonceriez-vous sur le champ? Dites-le moi en commentaire. Je pense que la plupart d'entre nous ont déjà vécu un dîner gâché comme celui-ci. Le léger cliquetis d'un couteau sur une assiette résonna comme un coup sec. Ils se fixèrent du regard. Émilie esquissa un sourire forcé et cligna des yeux à plusieurs reprises. Michael fronça les sourcils en inclinant la tête. « Vraiment? » dit-elle dans un rire crispé. « Je croyais que tu avais dit le 10. » Michael fronça encore plus les sourcils. « Non, je suis sûr que c'est le 15. J'ai choisi cette date parce que c'est le jour du versement des salaires. » Un silence glacial s'installa dans la pièce. Je souris doucement et posai ma fourchette. « Oh, merveilleux! J'irai à la banque le 15 pour vérifier, juste pour être sûr que le système fonctionne correctement. » Émilie laissa échapper un rire nerveux, tentant de dissimuler son malaise. « Oh, maman, tu es si prudente. Ne t'inquiète pas, je te l'envoie régulièrement. » Michael hocha la tête, mais son regard avait disparu. Il se tourna vers sa femme, sur le point de dire quelque chose, mais elle changea rapidement de sujet pour parler du travail et de la météo. Je restai assise en silence, les observant tous les deux. Un calme parfait m'envahissait, le calme de celle qui sait avoir tendu le piège idéal. Après le dîner, j'apportai le dessert, une tarte aux pommes croustillante, dont le parfum de cannelle flottait dans la pièce. Michael la complimenta. Émilie y toucha à peine, jetant un coup d'œil à sa montre comme si elle avait hâte de partir. Je savais qu'elle avait du mal à respirer dans une pièce qu'elle pensait contrôler. À la porte, je dis doucement, « Merci à vous deux d'être venus. Je n'ai pas autant ri depuis longtemps. N'oubliez pas, je vérifierai le compte le 15 juste pour être sûr que le système bancaire ne fait pas des siennes. » Émilie esquissa un sourire forcé. « Oui, maman.
Je suis sûr qu'il n'y aura aucun problème. Michael m'embrassa la joue, son regard toujours aussi doux. Mais j'y perçus autre chose, une fine ligne de doute. Quand la Lexus s'éloigna, je restai sur le seuil, les yeux rivés sur les feux arrière qui s'éteignaient. Le vent nocturne souffla dans le jardin, faisant vibrer la porte en bois. Je rentrai et la refermai doucement. Ce n'était pas du triomphe, mais du soulagement. Je me dirigeai directement vers le petit bureau attenant à la cuisine et allumai l'ordinateur. La lueur de l'écran fit apparaître la photo de mon mari. Son sourire bienveillant me donna l'impression d'avancer en douceur. J'ouvris ma boîte mail et écrivis aux 2 seules personnes en qui j'avais désormais confiance. Bennett, l'honnête comptable, et Anna Moore, mon ancienne camarade de fac, devenue spécialiste de la fraude financière. Je tapai lentement, le cœur battant la chamade, les yeux clairs. Objet. Il est temps de commencer. Bennett, Anna, tout est prêt. Je viens de confirmer qu'Emily a menti sur la date de la mutation. Ils pensent que je les crois, mais ils se sont contredits en face de moi. Je veux que nous allions de l'avant avec ce plan. Veuillez commencer à vérifier toutes les transactions et préparer le fichier comparatif. D'ici le 15, je veux que toutes les preuves soient réunies. Il est temps qu'elles s'autodétruisent. Ruth. J'ai relu la dernière phrase et j'ai esquissé un sourire. Il y avait quelque chose dans « s'autodétruire » qui me soulageait, non pas par vengeance, mais parce que la justice viendrait des mains même de la menteuse. J'ai cliqué sur « Envoyer » et je me suis adossé. Dehors, la brise nocturne faisait frémir les rideaux, les imprégnant d'un parfum de jasmin et de terre humide. J'ai fermé les yeux et écouté le tic-tac de l'horloge, le compte à rebours jusqu'au 15, le jour où la vérité commencerait à éclater. 2 jours plus tard, Bennett a répondu. Le courriel était bref, à son image. J'ai obtenu confirmation de la banque. Le compte à votre nom a été ouvert par Emily avec de faux documents. Ils communiqueront les données dès que nous aurons une citation à comparaître. Anna s'en chargera. Tout avance dans la bonne direction. B. Je l'ai lu, sentant ma poitrine se serrer puis se détendre, comme le claquement d'une vieille grille en fer. Je ne suis pas cruel. Je veux juste que la vérité éclate, pour que mon fils puisse se réveiller. Je veux que Michael comprenne que la confiance n'est pas un chèque en blanc qu'on peut vider sans scrupule. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet et ajouté une ligne, comme un petit rituel. 13 septembre. Le dîner s'est parfaitement déroulé. Emily s'est dévoilée. Michael a commencé à douter. 15 chèques. La justice arrive, douce comme une brise. J'ai fermé le carnet et soufflé la bougie. Dans l'obscurité, le clair de lune filtrait par la fenêtre et éclairait mon visage. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une femme aux cheveux argentés, menue mais aux yeux brillants. Et j'ai murmuré lentement, pour moi-même ou peut-être pour mon mari, disparu depuis longtemps. Franck, tu vois? Elle se croit maligne. Mais c'est sa propre langue qui a resserré l'étau. Il me suffit de me taire et d'attendre le 15. J'ai esquissé un sourire, un petit sourire, mais suffisamment chaleureux pour illuminer la pièce. Le piège était tendu. Et la proie s'y engouffrait. Le lendemain matin, le ciel du Texas était d'une clarté surprenante. Assise près de la fenêtre, une tasse de thé au jasmin fumant à la main, j'étais étrangement calme. C'était le jour où Bennett avait promis de tout envoyer. Dans quelques heures, chaque mensonge prendrait forme de l'encre noire sur du papier blanc. Vers 8 heures, le téléphone sonna. C'était Bennett. « Madame Carter », dit-il d'une voix calme et posée. « Tout est prêt. Je viens de vous envoyer les relevés complets avec les factures correspondantes. Anna les a examinés. Elle dit qu'avec votre signature, nous pouvons engager une procédure judiciaire. » Je le remerciai doucement, en m'efforçant de ne pas trembler. Je n'aurais jamais imaginé qu'à mon âge, j'aurais besoin d'un comptable et d'un avocat juste pour protéger l'argent que mon fils me destinait. Un quart d'heure plus tard, le facteur frappa à la porte une grande enveloppe Kraft scellée, estampillée, confidentielle, dossier financier Carter. Je la posai sur la table et la fixai longuement avant de l'ouvrir. À l'intérieur, des dizaines de documents imprimés impeccables. 8 virements de $5 000 chacun. $40 000 au total. Expéditeur, Michael Carter. Destinataire, Emily Carter.
Des lignes nettes et régulières sur du papier à en-tête officielle. Je les ai relus 2 fois, incrédule, comme si les chiffres se moquaient de ma foi. En bas, une note à l'encre bleue de Bennett. Madame Emily Carter a utilisé ce compte à titre personnel. Outre les 8 virements, d'autres dépenses ont été effectuées avec la carte secondaire. Spa, shopping, voyage et location d'une nouvelle voiture. Total des dépenses sur 8 mois, 47 800 $. Je suis resté immobile. La lumière du matin filtrait à travers les persiennes et baignait les pages d'un or pâle, la couleur de la vérité. J'ai tourné la page suivante. Une facture de spa à Houston, 1200 $. Un voyage à Cancun pour 2, 3600 $. L'achat d'une nouvelle Lexus avec un acompte de 15 000 $. Chaque facture était un petit couteau. Je me souvenais d'elle entrant chez moi, parfumée et impeccable, les bras chargés de cadeaux, un doux sourire aux lèvres, disant « Maman, je voulais juste que tu saches que je tiens à toi comme à ma propre fille. » Maintenant, je comprenais. Tenir à toi, signifiait me dépouiller de tout mon argent. Je restai assise un long moment, respirant profondément, puis je pris mon carnet en cuir marron, celui que j'appelle mon journal de justice. Sous la date, j'écrivis soigneusement, un mot clair à la fois. 17 septembre. Réception des dossiers de Bennett. 8 virements de 5 000 $, tous versés à Emily. Spa, voyage, nouvelle voiture. 47 800 $, le prix de la confiance. Ma main tremblait non pas de peur, mais parce que j'étais sur le point de reconquérir la dignité qui m'avait été volée. Cet après-midi-là, Anna me rappela. Sa voix était ferme et précise, le ton de quelqu'un qui a l'habitude des tribunaux. Ruth, j'ai examiné tout ce que Bennett a envoyé. C'est irréfutable. C'est un cas d'école d'exploitation financière d'une personne âgée. On peut porter l'affaire au pénal ou au civil, à toi de voir. J'ai marqué une pause, puis j'ai répondu doucement, pas encore. Je ne veux pas que le tribunal voie le dossier avant Michael. Il doit le constater de ses propres yeux. Ce n'est qu'à ce moment-là que la justice aura un sens. Anna est restée silencieuse un instant, puis a dit lentement, tu as raison. Il n'y a rien de plus douloureux pour un fils que de réaliser que sa femme a abusé de la confiance de sa mère. J'ai acquiescé. C'est pourquoi j'aimerais que le pasteur Ray m'aide à organiser une petite soirée caritative, un prétexte pour qu'il vienne. Anna a laissé échapper un petit rire entendu. Une soirée mise en scène pour faire éclater la vérité. Malin, Ruth. Je vais demander à Bennett de condenser le dossier, de donner à Michael un bref résumé qu'il ne pourra pas ignorer. À la tombée de la nuit, je suis arrivée en voiture à la chapelle Grèce. La lumière rouge du soir baignait les vieilles marches de pierre. Le pasteur Ray disposait des chaises en bois dans le hall. Après lui avoir expliqué le plan, il réfléchit un instant, puis sourit gentiment. Parfois, le Seigneur n'a pas besoin du tonnerre pour révéler le péché, Ruth. Il lui suffit de la faible lueur de la vérité. Je lui serrai la main en signe de remerciement. Je veux juste que Michael voie cette lumière, non par vengeance, mais pour qu'il cesse d'être aveugle. Sur le chemin du retour, je m'arrêtai à l'épicerie du coin pour acheter quelques provisions pour la soirée que j'avais préparée. Dehors, tout semblait paisible, sans le moindre signe que dans quelques jours, le monde d'Emily allait s'écrouler. Ce soir-là, une fois rentré, j'ouvris de nouveau le dossier de Bennett. J'étalai tout sur la table de la salle à manger, chaque relevé, chaque reçu, chaque pièce à conviction. Avec un stylo rouge, je marquai les gros retraits, puis les glissai dans une épaisse enveloppe beige. Sur le devant, j'écrivis en lettres capitales. Document de don, fonds d'aide aux personnes âgées. Seul moi savais qu'il n'y avait pas un seul don à l'intérieur, seulement de la culpabilité et du mensonge. Je suis restée assise à fixer les papiers pendant un long moment. Mes mains tremblaient, non pas par peur de représailles, mais parce que je sentais mon cœur battre à nouveau fort après des mois d'engourdissement. Pendant si longtemps, je m'étais crue une vieille veuve menant une vie simple, quelqu'un qui avait besoin d'être prise en charge. Mais en voyant cette pile de preuves, j'ai compris que je n'avais jamais été faible. On m'avait simplement convaincue de l'être. Je me suis levée, j'ai versé un verre d'eau et j'ai regardé le jardin. Le ciel nocturne était constellé d'étoiles, si silencieux que j'entendais le chant des grillons entre deux rafales de vent. Je me suis souvenu de ce que mon mari disait souvent.
Si quelqu'un te fait du mal, ne prie pas pour qu'il s'excuse. Laisse-le se regarder dans le miroir. J'ai murmuré, c'est exactement ce que je vais faire. Vers 20 heures, le téléphone a sonné. C'était encore Bennett. Madame Carter, je voulais simplement vous informer qu'Anna a tout préparé au cas où vous décideriez de porter plainte, mais je respecte votre choix. Attendre le bon moment est judicieux. Emily finira bien par se démasquer. J'ai souri. Je sais. Merci, Bennett. Vous avez fait bien plus que le travail d'un comptable. Vous m'avez redonné foi en la justice. Après avoir raccroché, j'ai rangé le dossier dans le placard, juste en dessous du tiroir contenant les photos de famille. J'y ai laissé un petit mot. Ceci est une preuve, non seulement de fraude, mais aussi d'une mère qui refuse de se taire. Puis j'ai refermé le tiroir et tourné la clé, entendant le léger clic, un son discret mais définitif, comme une promesse tenue. Ce soir-là, j'ai écrit une courte phrase dans mon carnet, comme un résumé. Bennett a rassemblé les relevés, les reçus, les billets de voyage et les papiers de la nouvelle voiture. Emily a dépensé plus de 40 000 $, prélevés sur le compte d'argent de poche de sa mère. Anna a confirmé avoir réuni suffisamment de preuves pour une affaire d'exploitation financière d'une personne âgée. Mais je ne porterai pas l'affaire devant les tribunaux tout de suite. Mon fils doit d'abord la voir. Le pasteur m'aidera à organiser le faux dîner de charité. L'enveloppe sera posée au centre de la table. Mes mains tremblent, non pas de peur, mais parce que je suis sur le point de retrouver ma dignité. Cette nuit, je dormirai en paix. Je posai le stylo et expirai. La lampe de bureau projetait une douce lumière sur une vieille photo de famille. Moi avec Michael quand il était petit, à l'époque où son sourire était pur, innocent de toute ambition et de cette femme au visage doux qui se trouve maintenant à ses côtés. Je caressai délicatement le cadre et murmurai. Tu m'as dit un jour, maman, tu es la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. Je te le rappellerai. J'éteignis la lumière et me dirigeai lentement vers ma chambre. La brise nocturne s'insinua à travers les rideaux, emportant avec elle le léger parfum de lavande du jardin. Je m'allongeai, me recouvris de la couverture et me sentis légère, comme si des mois d'humiliation s'étaient enfin dissipés. Pour la première fois en 8 longs mois, j'ai dormi paisiblement. Non pas parce qu'Emily n'avait pas encore été punie, mais parce que je savais que la vérité était de mon côté. Je n'avais jamais autant aimé un dimanche soir. La douce lumière du soleil texan inondait le petit jardin, dorant les lianes de lavande. Dans la cuisine, le ragoût de bœuf au vin rouge mijotait doucement, embaumant la maison d'un parfum d'herbes aromatiques. C'était le plat préféré de Michael depuis son enfance. Je me souvenais encore comment, à chaque anniversaire, il le réclamait, car le ragoût de maman est meilleur que celui de n'importe quel restaurant. Cette fois, je ne cuisinais pas par amour, mais par rituel. Un dernier dîner pour que mon fils découvre enfin la vérité que je lui avais cachée trop longtemps. Sur la table, j'avais disposé une nappe blanche impeccable, de la vaisselle en porcelaine ancienne et 3 petits verres à vin. Au centre, l'enveloppe beige reposait soigneusement, telle une invitée invisible attendant d'être accueillie. Vers 19 heures, j'ai entendu la voiture dehors. Par la fenêtre, j'aperçus Michael et Emily arriver. Ils portaient une simple chemise blanche, tandis qu'elle, comme toujours, semblait trop apprêtée. Une robe de soie rose pâle, des talons neufs et un collier de perles scintillants. Maman! Michael me serra fort dans ses bras. Cette odeur me manque, ton ragoût. Il sent comme à la maison. Je souris en posant une main sur son épaule. Je l'ai préparé pour toi, comme au bon vieux temps. Emily se tenait derrière lui, son sourire forcé et impeccable collé aux lèvres. Oh, comme c'est chaleureux. Tu rends toujours les dîners si spéciaux, maman. Oui, dis-je doucement. Ce soir sera très spécial. Une quinzaine de minutes plus tard, le pasteur Rhett arriva, tenant une grande enveloppe blanche. Excusez-moi pour le retard, dit-il. Voici les papiers de don que vous m'avez demandé d'apporter. Je les pris en hochant la tête en guise de remerciement et lui fis signe de nous rejoindre. Émilie inclina la tête, sa voix mielleuse. Ah, alors c'est vraiment un dîner de charité. Maman, je croyais que tu plaisantais. J'ai servi du vin à tout le monde en souriant doucement. Oui, un dîner pour parler de confiance, de générosité et d'honnêteté. Ces mots ont légèrement raidi Émilie,
Mais elle a rapidement repris ses esprits. Michael continuait de sourire, inconscient de la tension qui montait sous la table. Une fois tout le monde assis, j'ai ouvert l'enveloppe que le pasteur Ray avait apportée. Les papiers à l'intérieur étaient soigneusement rangés, la précision de Bennett se retrouvait dans chaque ligne. J'ai sorti la pile et étalé la première feuille sur la table. « Mon fils, dis-je lentement, voici la liste de tous les dons pour maman ces 8 derniers mois. Je pense que tu devrais y jeter un œil. » Michael fronça les sourcils. « Des dons. Maman, je t'envoie les virements tous les mois. » Je lui ai fait glisser le relevé. Le texte en gras était sans équivoque. Bénéficiaire, Emily Carter. Montant, $5 000. Date, le 15 de chaque mois. Michael resta silencieux. Ses yeux se posèrent sur la page, s'écarquillant de confusion à stupéfaction. Emily intervint d'une voix douce mais aiguë. « Oh, il doit y avoir une méprise, maman. Tu as bien reçu l'argent, n'est-ce pas? Les banques font souvent des erreurs avec les noms des bénéficiaires. » Je gardai mon calme. « Ah bon? Et cette facture de spa à Houston, environ $1 200 débitée sur la carte secondaire à ton nom? C'était encore une erreur de la banque? » Son visage se figea, mais elle força un rire. « Oh là là! Quelqu'un a peut-être utilisé mon nom par erreur. » Avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, une voix grave d'homme se fit entendre depuis l'entrée. « Non, Madame Carter. Personne n'a utilisé votre nom par erreur. C'est moi qui ai préparé ces relevés. » Tout le monde se retourna. Bennett se tenait sur le seuil, tenant d'autres feuilles imprimées. Je lui avais demandé de venir, mais je n'en avais parlé à personne d'autre. Le visage d'Emily pâlit. Michael le regarda, perplexe. « Qui êtes-vous? »« Je suis Thomas Bennett, » répondit-il fermement. « Le chef comptable de votre entreprise, et celui que votre mère a autorisé à enquêter sur les virements effectués en son nom. » Un silence glacial s'installa. Je me levai et fis face à Emily. Bennett peut vérifier chaque montant, chaque signature, chaque transaction. 8 virements de $5 000 chacun. Ils ne m'ont jamais été remis. Michael se tourna vers sa femme, la voix brisée. « Emily, qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle lui saisit la main, les larmes aux yeux. « Je l'ai juste emprunté, c'est tout. Je comptais le rembourser. Je ne voulais pas contrarier ta mère. » Je soupirai doucement. 8 mois d'emprunt, et en falsifiant des documents bancaires au nom de ta belle-mère. Emily sanglota plus fort, mais ses larmes n'exprimaient pas la culpabilité, seulement le désespoir. Michael retira sa main, les yeux brûlants. « Que as-tu fait à ma mère ?» hurla-t-il, la voix tremblante de fureur. « Je lui ai envoyé cet argent pour qu'elle vive confortablement. Tu l'as utilisé pour des voitures, des spas, des vacances, et tu m'as menti en face. » Emily recula, le visage blême. « Tu ne comprends pas. Ça suffit. » Michael frappa la table du poing. Le verre se brisa bruyamment. Un silence pesant s'installa. Seule la respiration haletante d'Emily et les battements de mon cœur résonnaient. Le pasteur Ray, resté silencieux tout ce temps, joignit les mains et parla d'une voix basse et posée. « Parfois, Dieu n'a pas besoin de punir les coupables. Il leur permet simplement de voir leur vrai visage. » Je me rassis et regardai Emily d'une voix calme. « Tu sais, je n'avais pas besoin de cet argent. J'avais besoin de respect. Et tu me l'as volé, à moi comme à ton mari. » Emily sanglota, bégayant. « Maman, je suis désolée. Je voulais juste aider Michael à mieux gérer la situation. Je ne voulais pas. » Je secouai la tête. « Arrête de mentir. Tu n'as pas réussi. Tu as volé. » Bennett s'avança et déposa le dernier dossier devant Michael. « Voici les originaux, Monsieur Carter. Des autorisations falsifiées, des relevés bancaires et des reçus. Gardez-les. Ils vous serviront à protéger ce qui vous appartient. » Michael ne dit rien. Il fixa les chiffres, puis leva les yeux vers moi. J'y vis de la douleur, de la honte et une lueur d'espoir. « Maman, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. J'ai été si naïve de lui faire confiance. » Je posai une main sur son épaule. « Non, mon fils. L'erreur n'est pas de faire confiance. C'est de trahir. » Emily éclata en sanglots.
cherchant frénétiquement une issue. « Je n'en peux plus » hurla-t-elle, puis se leva brusquement. « Je n'ai besoin de la pitié de personne. Si vous voulez la croire, allez-y. » Elle arracha son sac à main et sortit en trombe. Ses talons claquèrent sur le parquet, chaque pas résonnant comme la fin d'une époque. Michael ne l'arrêta pas. Il resta assis, la tête baissée. La porte claqua. Le silence se fit. Plus de pleurs. Plus d'excuses. Seulement l'odeur du ragoût qui s'estompait et le poids de la vérité. Je contemplais l'enveloppe ouverte, des papiers éparpillés, la preuve de 8 mois de mensonges. J'expirai doucement. C'est fini, murmurai-je. Le rideau est tombé. Bennett hocha la tête en ramassant les dossiers. Le pasteur se leva et posa une main sur mon épaule. Tu as fait ce que peu de mères ont le courage de faire, Ruth. Je souris faiblement, mais au fond de moi, une douleur sourde me tenaillait. Cette victoire n'apportait pas de joie, seulement un soulagement. Quand tout le monde fut parti, je restai. Je débarras la table, les assiettes à moitié vides, les verres de vin rouge, la chaise où Émilie s'était assise, encore légèrement chaude. J'ai balayé la pièce du regard, me souvenant de chaque mot, de chaque regard. 8 mois de mensonges, et en une seule soirée, tout s'était brisé comme du verre. J'ai ramassé les pages éparpillées, les ai empilées soigneusement et les ai remises dans l'enveloppe. Mes mains tremblaient non de peur, mais parce que j'avais enfin retrouvé ma dignité. Dehors, le vent s'est levé, soulevant les rideaux. J'ai levé les yeux vers le ciel. Le clair de lune filtrait par la fenêtre, brillant sur l'enveloppe comme un sceau de vérité. Je savais que tout mensonge finit par être révélé. Et ce soir, c'était le cas ici même, chez moi. J'ai pris l'enveloppe et j'ai remarqué le timbre bleu. Tribunal du comté de Texas. Mon cœur s'est serré. Je savais que cela arriverait, mais le voir me pesait lourdement. À l'intérieur se trouvait la notification officielle. Affaire numéro 23 CF 981. Ruth Carter, plaignante contre Emily Carter, défendresse. Exploitation financière d'une personne âgée et fraude familiale. Anna avait agi plus vite que je ne l'avais imaginé. Elle avait envoyé un court message. Toutes les preuves ont été versées. Préparez-vous pour l'audience préliminaire lundi prochain. J'ai posé la lettre sur la table. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les stores, se reflétant sur l'épais dossier de Bennett de la semaine précédente. J'ai touché sa couverture lisse froide au toucher, mais renfermant 8 mois de trahison. La justice était proche, mais étrangement, je ne ressentais aucune satisfaction. Le matin de l'audience, le ciel était gris, le vent vif comme si quelque chose allait se briser. Je suis arrivé tôt avec Anna. Elle portait un manteau marron, son visage était sévère mais plein de détermination. « Tu tiens le coup, Ruth ?» a-t-elle demandé alors que nous entrions dans le hall principal. J'ai serré les lèvres. « Oui. J'aurais juste aimé que ça n'en arrive pas là. » Le couloir du palais de justice était long, carrelé de blanc brillant, et sentait légèrement le café, le papier et l'attention. C'était un lieu inconnu, mais d'une certaine manière, il me rassurait. Quand nous sommes entrés dans la salle d'audience, Émilie était déjà là. Elle était assise à la table de la défense, vêtue d'un tailleur noir, les cheveux soigneusement tirés en arrière, le visage pâle et les yeux d'une apparente sérénité. À côté d'elle se trouvait un jeune avocat, nerveux, probablement engagé à la dernière minute. Michael était assis derrière eux, seul et silencieux. Il ne me regardait pas, ni elle. Ses yeux étaient cernés, fatigués et vides. Quand je me suis assise, Émilie m'a jeté un coup d'œil et a esquissé un sourire, un mélange de défi et de désespoir. Le juge a frappé du marteau. L'audience est ouverte pour l'affaire d'exploitation financière d'une personne âgée, Ruth Carter contre Emily Carter. Anna s'est levée la première et a ouvert son dossier. Sa voix était claire et posée. Monsieur le juge, pendant 8 mois consécutifs, la défendresse, Madame Emily Carter, a utilisé un compte bancaire frauduleux au nom de sa belle-mère pour détourner un total de 40 000 $. De plus, la défendresse a utilisé une carte de crédit secondaire de la société Carter & Partners pour des dépenses personnelles, notamment des soins en spa, des voyages et l'achat d'un véhicule privé. Le silence se fit dans la salle d'audience, seulement troublé par le léger bruissement des papiers tandis qu'Anna présentait les preuves. Relevé bancaire, reçu de spa, facture de la Lexus,
billet pour Cancun, soigneusement disposés devant le juge. Elle marqua une pause, puis fixa Émilie droit dans les yeux. L'accusé a non seulement pris de l'argent à sa belle-mère, une veuve de 67 ans, mais l'a dissimulé en falsifiant des documents officiels et des signatures bancaires. Il s'agit d'un acte de tromperie délibéré et systématique. L'avocat d'Émilie se leva aussitôt, tentant de protester. Votre honneur, ma cliente soutient qu'il s'agit simplement d'un malentendu concernant la gestion des finances familiales. Madame Ruth Carter est âgée et a peut-être confondu les virements du compte de son fils et les dépenses du ménage. Je sentis la colère monter en moi. Émilie baissa la tête, feignant la fragilité, puis releva les yeux, la voix tremblante. Votre honneur, ma belle-mère a des trous de mémoire ces derniers temps. Je lui ai apporté de l'argent à plusieurs reprises, mais elle ne s'en souvient pas. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Peut-être a-t-elle mal compris. Ces mots me transpercèrent le cœur comme un couteau. J'eus envie de me lever d'un bond et de crier, mais Tana posa une main sur mon épaule, me faisant signe de me calmer. Puis elle s'avança, sa voix tranchante comme l'acier. Votre honneur, Madame Ruth Carter a une mémoire suffisamment précise pour consigner en détail chaque jour de visite d'Émilie et tout ce qu'elle a dit. Et voici son journal pour le prouver. Anna sortit mon carnet en cuir marron et le brandit. Dans ce carnet, Madame Carter a consigné 8 mois complets de visite, les dates, les heures, et même les mots exacts de l'accusé. J'ai laissé l'enveloppe dans la voiture. Chaque ligne, chaque page correspond parfaitement aux données des transactions bancaires. Si c'est ce que vous appelez une amnésie, alors c'est la plus flagrante que j'ai jamais vue. Un murmure parcourut la salle d'audience. Le juge jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes, feuilleta lentement quelques pages du dossier, puis fronça les sourcils et se tourna vers Bennett, invité comme témoin expert. « Monsieur Bennett, demanda le juge, confirmez-vous les chiffres de ce rapport ?» Bennett se leva, ajusta sa cravate et répondit fermement. « Votre honneur, je suis le chef comptable de Carter & Partners. Je confirme que tous les relevés et rapprochements sont authentiques. Chaque virement a été effectué du compte personnel de Monsieur Michael Carter vers un compte ouvert au nom de Ruth Carter. Or, ce compte a en réalité été ouvert et géré par la défendresse, Madame Emily Carter. » Le juge hocha la tête, le visage sévère. Je regardai Emily. Elle baissa la tête, les ongles enfoncés dans ses paumes, le visage pâle. Anna poursuivit. « Monsieur le juge, en vertu de la loi texane sur la protection des personnes âgées, la conduite de la défendresse constitue une exploitation financière de personnes âgées et une fraude financière conjugale. Nous demandons à la Cour d'ordonner à la défendresse de restituer l'intégralité de la somme, intérêts et frais de justice compris, et de lui interdire de gérer ou d'accéder au compte financier de Monsieur Michael Carter pendant les 5 prochaines années. » Personne ne parla. Seul le tic-tac régulier de l'horloge murale se faisait entendre. Le juge leva la tête, sa voix ferme et définitive. Après examen de tous les documents, témoignages et preuves, la Cour statue, la défendresse, Madame Emily Carter, devra rembourser la totalité des $40 000 à Madame Ruth Carter. La défendresse est déchue de tout droit d'accès et de gestion des comptes financiers de son époux, Monsieur Michael Carter. Elle devra également suivre un programme obligatoire de réhabilitation financière de 6 mois. L'audience est levée. Le marteau frappa 3 fois, un coup sec et froid, comme le claquement d'une porte métallique. Émilie s'enfonça dans son fauteuil. Je la vis s'efforcer de garder son calme, mais des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Elle se tourna vers Michael, la voix tremblante. « Tu dois me croire. Je ne voulais pas. » Michael ne dit rien. Il la regarda simplement d'un air vide, puis détourna le regard. Cette scène me brisa le cœur. Je ne ressentis ni joie, ni triomphe, seulement une douleur sourde, car pour obtenir justice, je devais voir mon fils perdre son mariage. J'avais rêvé un jour que Michael serait heureux, avec quelqu'un qui l'aimerait et prendrait soin de lui, dans un foyer chaleureux. Ce rêve s'était évanoui, enfoui quelque part entre les pages d'un dossier judiciaire. Anna posa une main sur mon épaule, sa voix douce. « Tu as bien fait, Ruth. Tu ne t'es pas seulement protégée, tu as sauvé ton fils. » J'acquiesçai, mais aucun sourire ne se dessina sur mes lèvres. La justice, compris-je, est une arme à double tranchant. Elle brise les chaînes du mensonge, mais aussi les liens familiaux fragiles. Quand j'ai quitté le tribunal,
Le ciel était déjà devenu gris foncé. La pluie s'est mise à tomber, de grosses gouttes s'écrasant sur les marches de pierre, se fragmentant en des centaines de plus petites. Je me suis tenue sous l'auvent, le regard levé. La pluie était froide sur ma peau, et pourtant, je me sentais plus léger intérieurement. Il n'y avait ni applaudissements, ni acclamations, ni sentiment de victoire, seulement la paix tranquille de celui qui avait parcouru tout le chemin de la justice. J'ai murmuré doucement, comme si je parlais à la pluie elle-même. Michael, je ne sais pas si tu peux me pardonner. Mais au moins, j'ai gardé la seule chose que je ne pouvais absolument pas me permettre de perdre, la vérité. La pluie continuait de tomber tandis que je m'éloignais, pas à pas, laissant derrière moi le palais de justice, un lieu où la justice avait triomphé, mais où le cœur d'une mère s'était brisé en silence. Après le procès, ma maison retrouva un silence étrange. Plus de coups inattendus à la porte. Plus d'appels téléphoniques précipités. Seul le tic-tac de l'horloge murale et la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, illuminant de minuscules particules de poussière flottant dans l'air. Les mois passèrent, et Michael ne donna pas de nouvelles. Pas de message, pas de courriel, pas de « Comment vas-tu, maman ?» Je ne lui en voulais pas. Je comprenais qu'il essayait de recoller les morceaux de son mariage. Pourtant, les soirs tranquilles, lorsque le clair de lune traversait la vitre, je me surprenais souvent à tenir mon téléphone, à fixer le nom de Michael Carter dans mes contacts sans jamais appuyer sur le bouton d'appel, juste à regarder, puis à reposer l'appareil. Être mère, ai-je appris, c'est parfois savoir que le silence est la seule façon de laisser grandir son enfant. Le versement de la restitution arriva un matin de juin. 40 000 $, une somme que je n'avais pas vue depuis 8 longs mois. J'ouvris le courriel de la banque et lus. Dépôt effectué avec succès. Je pensais ressentir de la joie, mais au lieu de cela, je me sentis vide. Je restai longtemps assis devant l'ordinateur. Puis une idée me vint. Si cet argent avait autrefois servi à tromper, il devait maintenant devenir quelque chose de bien. J'en utilisais une petite partie pour réparer le toit, remplacer les rideaux et enfin acheter un vrai chauffage. Pour le reste, je contactai le pasteur Ray et Anna. Je veux créer une petite fondation, dis-je alors que nous étions assis dans le bureau paroissial. Je l'appellerai Fondation Main de Grâce. Je veux aider les personnes âgées qui ont été exploitées financièrement par leurs propres enfants ou leurs familles, comme je l'ai été. Le pasteur Ray me regarda longuement, puis me sourit doucement derrière ses épaisses lunettes. Ruth, ce n'est pas simplement de la gentillesse. C'est ainsi que Dieu transforme la souffrance en une graine de bien. Anna, toujours pragmatique, ouvrit son carnet et se mit à écrire. On va l'enregistrer comme association à but non lucratif. Je m'occuperai des formalités juridiques. Le pasteur Ray pourra représenter le groupe communautaire. Et toi, tu seras la fondatrice. Je ris doucement, serrant ma tasse de café. Je ne veux pas être la fondatrice, Anna. Je suis juste une mère qui a appris à se relever. 3 mois plus tard, la Fondation Grèce en ouvrait officiellement ses portes. Nos premiers bureaux se trouvaient au sous-sol de la chapelle Grèce. 3 bureaux, une vieille imprimante et une pancarte en bois gravée de ces mots. Aider les oubliés à retrouver leur voix. Chaque semaine, le pasteur Ray et moi rencontrions des personnes venues partager leur histoire. Une vieille dame que sa fille avait dupée en lui faisant signer un contrat pour vendre sa maison. Un homme de 70 ans dont le petit-fils avait vidé son compte de retraite. Une veuve de 80 ans dont la signature avait été falsifiée pour un prêt bancaire. Chaque histoire était une blessure, mais j'avais appris à écouter sans pleurer. Je leur tenais simplement la main et leur racontais mon propre vécu. La vérité ne sauve pas instantanément, mais elle finit toujours par arriver au moment opportun. Anna travaillait sans relâche, elle contactait des organisations juridiques, sollicitait des subventions, formait des bénévoles. Je supervisais ce que nous appelions le travail du cœur, écouter, écrire des lettres, réconforter les gens, documenter leur parcours. Un après-midi, en rangeant les bureaux, le pasteur Ray me dit doucement, « Ruth, n'est-ce pas étrange ? La douleur est devenue lumière pour d'autres. » J'ai souri. C'est peut-être ainsi que Dieu réécrit le destin de ceux qui ont été trahis. À mesure que la fondation grandissait, des journalistes ont commencé à s'intéresser à nous. Ils voulaient interviewer cette mère courageuse qui avait poursuivi sa belle-fille millionnaire en justice. Certains m'ont invité à des émissions de télévision.
Un journal m'a même proposé un contrat d'édition. J'ai décliné toutes ces offres. Je ne voulais pas devenir la cible des commérages. Je voulais juste la paix. Parfois, le silence est le seul moyen d'empêcher une blessure de saigner à nouveau, ai-je dit à Anna lorsqu'elle m'a demandé pourquoi j'évitais les médias. Elle a acquiescé. Tu as raison. La justice peut être publique, mais la guérison doit rester privée. Le soir, j'ai instauré un nouveau rituel. Je posais une petite bougie sur la table près de la fenêtre. Sa douce lueur éclairait la photo de Michael et moi. J'allumais la bougie et murmurais. « Où es-tu, Michael ? Je ne suis pas en colère. J'espère simplement que tu as tiré des leçons de toute cette souffrance. » La flamme vacillait, illuminant cette vieille photo, le sourire innocent de Michael, intact, préservé de toute trahison. J'ai touché le cadre en verre froid, et une douce chaleur m'a envahi. J'ai compris. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est choisir de ne pas laisser la blessure définir le reste de sa vie. Parfois, le pasteur me demandait, « Ruth, lui as-tu vraiment pardonné ?» Je répondais, « Peut-être bien, car je ne veux plus qu'elle souffre. Mais oublier? Non. On peut pardonner à ceux qui ont été trahis, mais jamais oublier. » Il souriait. « Tu es toujours la Ruth forte que je connais. » Un matin d'automne frais, alors que j'arrosais les plantes sur la véranda, Anna est arrivée avec une nouvelle enveloppe. Notre fondation vient de recevoir un financement du Fonds pour la justice des aînés. Il souhaite un partenariat à long terme. J'ai regardé l'enveloppe, partagée entre fierté et humilité. Qui aurait cru qu'une femme qui avait autrefois survécu grâce aux conserves de l'église aidait maintenant les autres à retrouver leur dignité? Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement souri, d'un vrai sourire, doux comme la brume. Pourtant, lors des nuits calmes, il m'arrive encore d'entendre le vent effleurer la porte, comme la voix de mon fils qui m'appelle. Je sais que Michael n'est pas encore prêt. Peut-être cherche-t-il encore à se pardonner. Peut-être expie-t-il sa faute par le silence. Je ne lui en veux pas. J'attends, non pas parce que j'ai besoin de lui, mais parce que j'ai besoin que la vérité éclate enfin. La vérité sur la maternité, la confiance et un amour qui survit même à la trahison. Je crois qu'un jour, quand mon fils frappera à ma porte, je lui ouvrirai. Non pas parce que j'ai tout oublié, mais parce que j'ai appris à aimer sans me laisser briser à nouveau. J'allume la bougie, observant sa lueur vacillante danser sur le cadre. Dehors, le vent apporte dans la pièce le parfum de la lavande. Je murmure, comme une prière. Mon fils, je n'ai pas besoin que tu t'excuses. J'espère juste que tu te souviendras de ceci. La confiance est le don le plus précieux que nous possédions. Et une fois perdue, il faut parfois toute une vie pour la retrouver. La flamme se réduit à un mince fil d'or. Mais je reste là, à la regarder s'éteindre complètement. Mon cœur, étrangement calme, car je sais que la tempête est passée. Et ce calme est mien.